Deuxième partie, les nouvelles formes de cette industrie de l'influence, avec ce qu'on désigne aujourd'hui par la programmatique, le marketing programmatique, c'est-à-dire l'idée qu'on va supprimer la négociation entre l'annonceur et le diffuseur, ou du moins on va le réduire à presque rien, et on va faire accomplir ce travail directement par des systèmes automatiques, par des algorithmes. Alors, ce dont je vais vous parler là sur la programmatique, ça va au-delà de l'accès de la publicité sur Internet. Ça concerne par exemple le monde des télévisions connectées ou le monde des relations entre la publicité et le monde physique, par exemple les appels téléphoniques et les choses comme ça. Et puis, la programmatique, par rapport à tout ce que je vous ai décrit dans la première partie, disons des généralités, permet de rentrer jusque dans des détails. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'affichage en CPM, c'est-à-dire de l'affichage publicitaire payé au 1000 d'affichage. Oui, mais si l'affichage est en bas de la page et que en fait, personne n'a fait dérouler la page pour le voir, c'est un affichage perdu. Donc là, d'où on voit la publicité de Orange Visibilité qui vous dit « moi, je ne fais payer que ce qui est vraiment vu ». L'idée de faire le travail par des algorithmes, c'est toujours cette idée de Minority Report, c'est-à-dire je veux anticiper. Je veux être capable d'influencer une personne sur ce qu'elle va faire et qu'elle ne sait pas encore qu'elle va faire. C'est ce qu'on appelle la modélisation prédictive. Donc c'est en fait, l'idée c'est que l'algorithme a comme but d'apprendre. C'est un algorithme à apprentissage automatique. Il rentre des données sur une personne. Sur une personne, ça veut dire déjà qu'on sait la repérer, cette personne. Et après, il rentre des données et il essaye, l'algorithme, de faire un modèle de ce type de personne pour définir ce qu'il va être susceptible d'acheter ou de faire, influer sur leur comportement et les encourager à agir d'une certaine façon. Vous voyez bien, on est toujours dans cette logique de l'influence. Alors, on a là, c'est Google Trends sur l'usage du terme programmatique, et très clairement, c'est un terme qui date de 2014, quoi. Et donc, en explosion, donc on en entend parler de plus en plus, c'est le terme utilisé, et ça correspond au fait que l'usage de ce terme correspond aussi au développement d'un certain type de nouvelles techniques. Alors, elles existaient avant qu'on en parle, mais à un moment donné, vous savez, les techniques, ça franchit des caps à un moment donné. Donc voilà. Alors, il y a des termes à la mode, c'est le real-time binding, c'est l'idée que je vais faire la négociation en temps réel. Je vais y revenir tout à l'heure, on montrera ce qui se passe. C'est-à-dire que la négociation, c'est une négociation entre le supply side platform, c'est-à-dire la plateforme du côté du média, du côté de la vente, et la demand side platform, c'est-à-dire l'annonceur. L'annonceur, il demande quelqu'un qui va diffuser, faire le supply de l'autre côté. Le native advertising, c'est l'idée que la publicité ne serait plus dans un espace séparé, mais elle serait incluse dans le flux de l'utilisateur pour lui favoriser son expérience utilisateur. Chaque fois que vous rencontrez quelque part le terme expérience utilisateur, je vous conseille de le décortiquer et de chercher où est le piège. Alors, en cas traditionnel, on avait les agences, qui étaient le truc intermédiaire entre l'annonceur, qui dit, voilà, je vais dépenser tant d'argent dans une campagne de publicité, qui confie à une agence la réalisation de la campagne et le soin de trouver les médias, les éditeurs, ce qu'on appelle les éditeurs, qui vont distribuer la publicité. Voilà. Donc là, on est quand même d'une manière ou d'une autre dans le schéma traditionnel. On passe maintenant au real-time binding, c'est-à-dire l'étude en temps réel. Et en fait, l'éditeur et l'annonceur
ne se croisent plus. Ils n'ont plus d'informations, ils n'échangent plus d'informations. C'est important parce que en real-time binding, il y a le phénomène dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire si je suis un éditeur et que j'ai une place publicitaire disponible, je préfère la vendre très peu cher, tant pis, elle va être remplie. Mais si l'annonceur, qui par ailleurs sur le même média peut payer plus cher une publicité, dit bah, attendez, là elle vaut tel prix, là elle vaut tel prix, va pas, faites-moi. Donc on s'arrange pour qu'il ne négocie pas comme ça. Donc il y a en fait l'éditeur fait référence à un SSP, un Supply Side Platform, qui elle va distribuer les vidéos, c'est-à-dire les vidéos, les bannières, tous les autres formats publicitaires, elle est capable de les distribuer parce qu'elle est du côté du supply, c'est-à-dire elle est capable de connaître, c'est cette plateforme-là qui connaît l'usager, qui définit en fait le profil de l'usager. Et puis, d'un autre côté, on a ceux qui sont susceptibles de proposer, qui disent « voilà les profils qui m'intéressent ». C'est le Demand Side Platform. Et au milieu, on met un algorithme, donc on appelle un Ad Exchange. Hein, le Ad Exchange va à ce moment faire une plateforme automatisée qui va en fait faire que quand un utilisateur va cliquer sur un lien, dans les quelques millisecondes, c'est la moyenne, je crois que c'est 1,3 secondes pour l'affichage d'une page. Pendant tout ce temps-là, va se faire la négociation, ici, sur l'Ad Exchange. Alors, il y en a plusieurs des Ad Exchange. Hein. Google en a un, Facebook en a un, et puis il y a des tas d'autres qui se sont placés, Criteo par exemple, sur ces domaines-là. Après, on voit bien que chacun de ces acteurs, le Ad Exchange lui-même, mais aussi le Demand Side Platform et le Supply Side Platform, sont des gens qui ont du big data, des mégadonnées qu'ils vont utiliser. Alors, un des premiers enjeux, c'est avoir des outils pour tracer les gens. Donc, on a bien sûr le cookie, hein, donc, qui est la méthode ancienne, je dirais archaïque, qui nous permet à un quelconque système de déposer un petit fichier informatique et de le relire ensuite. Mais de plus en plus, on a des méthodes qu'on appelle le fingerprinting, c'est-à-dire on peut reconnaître toute machine par exemple l'ensemble des logiciels qu'elle a, les polices de caractères qui sont utilisées sur cette machine, son état d'usage, enfin, il y a toute une série de règles. Je ne parle pas des téléphones mobiles qui ont un identifiant unique. Hein, donc voilà. Donc on a en fait plein de manières de savoir qui est au bout du fil. Quel numéro IP, quelle personne, quel acteur est au bout du fil. Et donc après, ce qu'il faut, c'est arriver à partager ces informations. Et là, on a une industrie. Là, c'est un schéma qui est fait à partir d'un logiciel qui s'appelle Collusion, qui est un add-on à Firefox, et qui dit, voilà, je me connecte à cette page AOL. C'est fait par les Américains. Donc, voilà, j'ai une page au milieu à laquelle je me connecte. Mais cette page elle-même, elle est composite. Elle a à l'intérieur ce que techniquement on appelle des iframes, c'est-à-dire des zones que l'éditeur de la page ne maîtrise pas, mais qui sont réservées à de la publicité. Et cette zone-là est gérée par un SSP, par un Supply Side Platform, qui, elle, dit voilà la publicité que je vais envoyer à cet endroit-là. C'est-à-dire, à la limite, l'éditeur ne sait pas d'avance. C'est la Supply Side Platform qui va décider. Et donc, ils échangent entre eux toute une série d'informations entre Supply Side Platform. Si je change de page, si je clique sur une page, à nouveau, je vais renvoyer de l'information qui va être partagée de plus en plus en une masse d'acteurs, hein, ceux qu'on va voir apparaître sur le prochain élément de collusion. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qu'on peut faire. Et donc on voit les publicités qui réapparaissent, qui sont les mêmes. Et puis donc on voit ce réseau des acteurs à l'intérieur de l'Internet auxquels je ne me suis jamais adressé, je n'ai jamais fait leur URL, mais qui savent et qui captent plein d'informations sur moi. Alors ils font ça en quelques millisecondes.
si on a la timeline, on compte qu'il faut 10 millisecondes pour savoir qui est la personne qui se connecte à un site. Sur un site, évaluation en 10 millisecondes, le SSP peut savoir ce qu'il fait. Après, ça ne lui suffit pas de savoir qui c'est. Il faut qu'il soit capable d'aller chercher de l'information sur cette personne. Âge, CSP, genre, localisation, habitude de consommation, habitude de recherche documentaire, centre d'intérêt. Plus il y a d'informations à ce moment-là, et plus on va établir le profil cohérent. Donc là, le SSP peut faire appel à des personnes tiers, dont le métier est de constituer des profils sur les individus. Donc, leur métier, je vais vous montrer un exemple après, c'est constituer des profils. Après, il dit, bon ben voilà, j'ai tant de dollars à donner pour un emplacement publicitaire qui concerne un homme de 60 ans, des catégories supérieures, qui habite à Caen et qui est intéressé par... Voilà. Et donc après, on a tout un travail sur le DSP, qui va prendre là aussi quelques millisecondes, qui, en fait, essaie de comprendre lui aussi qui est cet utilisateur, quelles sont les données qu'il a, et qui va choisir la publicité qui est le plus adaptée à ça. Et donc, on revient dans la logique. Le DSP dit, ben voilà, pour l'utilisateur que vous m'avez présenté, c'est cette publicité ou cette liste de publicités, ces 4 ou 5 publicités qui sont bonnes et je vous les propose à tel prix, tel prix, tel prix. Donc elles sont classées et le supply side platform va décider laquelle parmi ces 4 ou 5 publicités va être réellement affichée en fonction de son intérêt, c'est-à-dire s'il y a un clic, s'il n'y a pas de clic, à quel endroit c'est affiché, quel est le prix. Enfin, il y a tout un business logique qui est appliqué et puis on transmet. En quelques millisecondes, en fait, on va réussir à faire tout ce travail d'échange. Alors, les third parties font du data enrichment. Là, c'est une publicité d'un site d'un spécialiste, s'appelle Experian, qui dit moi, mon métier, c'est de faire un seul fichier, un seul profil pour un utilisateur. Hein, single customer view, pour améliorer les performances du business et surtout pour améliorer l'expérience de l'utilisateur. Je vous dis bien, ça, c'est le terme piège par excellence. Alors, ajoutons à ça maintenant le développement des objets connectés, ce qu'on appelle les beacons. C'est des petits appareils comme ça, collés contre un mur, et qui sont capables de détecter votre téléphone mobile. Et donc, vous rentrez dans un magasin et vous recevez un SMS en disant « Bonjour, pour vous, vous avez une réduction exceptionnelle de 10% sur l'achat de Minority Report. » Voilà. Donc, on est là dans un système. Beacon, c'est la capacité d'avoir un GPS à l'intérieur d'un bâtiment, donc à l'intérieur d'un magasin. Selon qu'on va s'approcher de telle ou telle partie, on peut recevoir des informations complémentaires, des offres commerciales, des choses comme ça. On a un autre type d'objet connecté qui est encore presque plus inquiétant, c'est la télévision connectée. Hein, vous savez, de plus en plus, on capte la télévision via la prise IP, via la box sur Internet. Et on a un fabricant de télévision qui s'appelle Vizio, numéro 2, je crois, aux États-Unis, pas un petit rigolo, hein, qui dit qu'il va, dans son contrat, il dit qu'il va avoir des identifiants non personnels. C'est-à-dire, on ne va pas donner votre nom, mais on va donner votre numéro IP. Tout à l'heure, qu'entre l'avatar et la personne, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Donc, qui permet de sélectionner les partenaires pour faire des décisions mieux informées pour votre content production, program and advertising, votre expérience utilisateur. Voilà. Alors, l'idée actuellement, c'est de développer cette idée de la programmatique
vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le second écran. C'est-à-dire les gens sont devant la télé et ils ont en général un second écran, un téléphone ou une machine. Et donc comment en fait développer des campagnes en real time? C'est-à-dire vous avez une publicité à la télévision, vous savez que l'usager de la même télévision dans la même pièce qui regarde est connecté et donc on va lui proposer une offre complémentaire à lui spécifiquement sur son second écran. Donc on a un système qui détecte la publicité qui passe et qui recible l'usager en fait à côté. Vous voulez essayer, hein, vous contactez. Alors, vous direz, mais pourquoi ça marche? Pourquoi ces systèmes-là sont-ils acceptés? Il y a un premier mythe qui est d'avoir dit le seul moyen de financer l'Internet, c'est la publicité. Ça fait 15 ans qu'on entend ça seriner. Donc à partir du moment où c'est le seul moyen, qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas d'autre solution. Hein? Et donc, comme notre temps d'attention, le temps qu'on va passer à regarder des pubs, lui, il est limité, hein, il ne va pas évoluer, il ne va pas changer beaucoup, il faut donc que cette publicité soit plus efficace du point de vue de l'annonceur. D'où l'investissement permanent dans les mégadonnées. Les mégadonnées sont la justification de l'investissement publicitaire, puisqu'elles vont nous permettre d'avoir un ciblage comportemental. Mais en fait, ce ciblage comportemental ne sera jamais assez précis. Donc on va réinvestir dans les mégadonnées pour avoir de plus en plus de ciblage, c'est-à-dire constituer en fait une forme de surveillance permanente sur les individus, sur leur activité, y compris jusqu'à considérer que toutes nos activités de loisirs sont créatrices de valeur. Il y a le livre de Antoine Casini et Dominique Cardon traite de ce sujet, ils appellent ça Digital Labor, qui voudrait dire quelque part que toutes nos activités, y compris de loisirs, vont quelque part créer de la valeur dans ce système caché qu'est l'Internet et que donc elles participent du monde du travail. Je vous avouerai, je ne suis pas d'accord avec cette logique. Pour moi, ça ne participe pas du monde du travail. Je veux pouvoir faire une partie de belote tranquille sans qu'on me dise que je travaille en fait dans l'intérêt de Google, de Apple ou de je ne sais qui d'autre. Voilà. Je veux avoir le droit de dire à ce moment-là je ne travaille pas. Donc c'est important. Et ce n'est pas parce qu'il y a de l'extraction de valeur qui est faite par ces plateformes que c'est du travail, que je participe à un travail. Par contre, je peux me poser le problème de savoir pourquoi cette extraction de valeur et pourquoi autant de traçage de mes activités pour cette extraction de valeur. Quelqu'un a calculé, vous prenez le nombre d'usagers de Facebook, vous prenez les revenus publicitaires de Facebook, 20 centimes par mois. Vous êtes prêt à payer 20 centimes par mois pour ne pas avoir de pub sur Facebook, pour ne pas être tracé, pour avoir la paix. Donc il n'y a pas que le mode de financement publicitaire. Et ceux qui continuent de penser ça, en fait, ils financent ce système autopoïétique, ce système qui s'engendre lui-même, qui est le système des mégadonnées, de la programmatique, etc., etc. Accessoirement, cette question de la publicité vient de faire son apparition l'année dernière dans le rapport de la rapporteuse générale des questions culturelles au sein du secrétariat sur les droits de l'homme de l'ONU. Donc Farida Shahed, qui est présenté là, a fait identifier les principaux défis et obstacles que la publicité et les pratiques de marketing soulèvent pour la jouissance des droits culturels. En particulier le droit à l'éducation, le droit à la liberté artistique, le droit de jouir et d'avoir accès au patrimoine culturel et le droit de choisir son mode de vie. Donc vous voyez, on est bien là sur une question qui n'est pas uniquement économique, mais qui est bien de l'ordre du politique, qui renvoie à la question des droits de l'homme. Cette question des droits de l'homme est en général beaucoup plus utilisée quand on a affaire à la surveillance politique ou géopolitique. Donc quand on a l'entraînement de l'armée chinoise pour essayer de comprendre l'intérieur des systèmes, ou quand on a ces logiques de captation massive des traces, comme la loi de juin 2015 votée en France, qui est une loi qui permet, avec les IMSI catchers ou les boîtes noires, de en fait capter en masse
les activités des individus, ou plutôt, comme on a vu la dernière fois, en principe, les métadonnées de ce que font les individus qui devraient permettre de repérer les réseaux sociaux, c'est-à-dire le type de relations qu'ils entretiennent, et de voir s'il y a des variations dans la stabilité de ce réseau social, que d'un seul coup les gens se téléphonent plus ou se téléphonent en déplacement, etc., qui veut dire « Oh là là, attention, là, il va falloir… » Ça, c'est le message, c'est le premier message. Est-ce qu'il est efficace? Écoutez, vu ce qui s'est passé la semaine dernière, je ne crois pas. Mais bon, donc si je ne crois pas, on va retomber sur le même système que la pub. Ben, c'est parce qu'on n'a pas assez de données. Donc il en faut plus. Et pour en avoir plus sur une centaine ou un millier ou même 10 000 individus, il faut capter les 60 millions de Français. Surveillance de masse. Qui de surcroît peuvent être après faux profil, malencontreusement, coïncidence, j'ai été capté par le même IP catcher, c'est-à-dire le même espion sur une tour de téléphone mobile parce que je passais à côté de quelqu'un qui lui était piégé. Enfin bon, tous ces hasards de la vie peuvent se retrouver aussi comme marque et comme trace sur le monde de l'Internet. Et on a appris, pas plus tard qu'avant-hier, qu'en fait c'était la faute à l'Internet. De toute façon c'est simple, hein, c'est la faute à l'Internet tout le temps maintenant. C'est la faute à l'Internet parce qu'il y a des gens qui cryptent leurs messages. Et que donc ce qu'il faut, c'est condamner le chiffrement des messages. Ou plutôt faire en sorte que tout message chiffré ait déposé auprès des services secrets la clé de déchiffrage. Que donc toutes les entreprises qui vous vendraient chiffrage pourraient déposer la clé de déchiffrage. Alors en juin c'était « Ah mais je n'ai besoin que des métadonnées ». Maintenant c'est « Ah mais j'ai besoin du contenu du message ». Et ça ne s'arrêtera pas. Je veux dire, on est parti dans une spirale telle que ça ne s'arrêtera pas. Pour quelle raison? C'est moins cher. C'est moins cher de surveiller 60 millions de Français que de surveiller 1000, 2000 ou 10 000 individus dangereux. Donc on va surveiller 60 millions de Français parce que c'est moins cher. En espérant que nos algorithmes prédictifs, ceux qui sont testés jour après jour dans la programmatique publicitaire, dont vous reconnaissez la qualité et les effets en permanence, vont, voilà, on va améliorer en fait dans le monde civil, la publicité, les techniques qui seront utilisées dans le monde de la surveillance. Alors derrière cette question de la surveillance, il y a un développement d'une logique dite de cyberguerre. C'est une logique légèrement différente que la surveillance. C'est l'idée que c'est la géopolitique, donc ce sont les nations qui sont prêtes à utiliser les réseaux informatiques à la fois pour capter de l'information qui va leur permettre d'agir militairement ou au contraire de détruire à l'extérieur des ressources ou des richesses d'un pays. L'idée du virus Stuxnet qui a été développé par Israël et la CIA et qui avait comme objectif d'empêcher le fonctionnement des usines d'enrichissement de l'Iran, mais qu'on a retrouvé sur pas mal d'autres appareils Siemens, ça ouvre une brèche, hein, c'est-à-dire l'idée que l'on va pouvoir en fait cibler l'appareil productif de quelqu'un d'autre. Donc voilà. Donc ces logiques de cyberguerre se développent. Et en même temps, la plupart des spécialistes, Daniel Ventre, qui est un grand spécialiste français de ces questions-là, disent « Attendez, nous n'avons pas de cyberguerre, nous avons des cyberattaques ». Il y a effectivement eu des moments où il y a eu des tests en Estonie, en Arménie, où il y a eu on estime que c'est la Corée du Nord qui a récupéré les informations de Sony et qui les a rendues au public. Ça, il y a des cyberattaques. On n'est pas dans l'ordre d'une cyberguerre. Hein. Mais bon, nous sommes dans une situation où la guerre est là en permanence. Et donc, si le mot guerre est utilisé en permanence, il va falloir des soldats. Et donc, aujourd'hui, il y a cette publicité de l'armée qui est de dire « mais nous avons besoin d'informaticiens pour assurer notre politique de cyberguerre ». C'est musique des films militaires, hein, bien évidemment.
Donc le monde entier est un monde de données. Les tanks, c'est, vous voyez, les données qui s'affichent dessus, l'avion, c'est des données qui s'affichent dessus. La situation, c'est un monde de données. Et donc nous allons avoir une carte à l'échelle 1 du monde. La carte à l'échelle 1, c'est le monde réel. Et c'est le monde réel transformé en carte. C'est une formule de Borges, hein, donc une carte à l'échelle 1. Et cette logique aujourd'hui, voilà, de tout cet appareillage serait le fait que, en fait, nous ne menons pas la guerre dans le cyberespace, nous avons doublé le monde réel d'un espace d'information pour mener la guerre dans le monde réel quand même. Voilà. Alors avec bien évidemment les problèmes que peuvent poser, par exemple celui des drones, où on a un appareil tueur qui est piloté à distance, à des milliers de kilomètres de distance par un soldat qui le pilote et qui n'a pas l'esprit de ce qui se passe à ce moment-là, qui peut donc faire des erreurs ou qui peut tuer sans être lui-même en danger. Et donc on va voir se développer forcément à la fois des erreurs, des attaques sur les civils, en fait, depuis qu'on a les drones, on le sait bien, et puis en même temps une pratique de la guerre permanente. Donc, traçage, surveillance, guerre permanente, vous reconnaissez quand même un certain nombre de messages qui nous sont présentés depuis une semaine. Après, il y a l'autre face. Si cet Internet permet le traçage de masse, il permet aussi aux masses de s'organiser. Et donc on a pu, par exemple, lors des printemps arabes, c'est la place Tahrir au Caire, parler de révolution Facebook. C'est un terme exagéré, bien évidemment. Mais enfin, c'est parce que Wael Goïm a fait sa page Facebook appelant à manifester le 25 janvier pour que tout le monde est venu à la place, sur la place. Lui a été emprisonné. Quand il s'est aperçu après des massacres qui ont été faits, il s'est mis à pleurer devant la télévision au moment de sa libération. Et ça en a créé un espèce de héros local de cette révolution qui donc a été mis en avant, etc. Et donc on a parlé de révolution Facebook. Si on regarde plus précisément ce qui s'est passé, parce que ces printemps arabes sont une vraie expérience grandeur réelle de la place de l'Internet dans la construction de mouvements sociaux qui, à l'époque, ont débouché sur des révolutions réelles en Tunisie ou en Égypte. Bon, après, ça a pu mal tourner. C'est jamais simple, une révolution. Mais c'était en fait plutôt des révolutions, non pas des révolutions Twitter, mais des révolutions avec Twitter. Hein. C'est-à-dire l'idée qu'en fait, les médias sociaux ont été utilisés pour étendre, ajouter de l'information à ce qui se faisait dans le concret, c'est-à-dire par la coprésence de ces individus, l'occupation de la place Tahrir ou l'occupation du boulevard à Tunis. Donc voilà. Donc c'est à partir de, c'était en fait un espèce d'outil secondaire. Quoique, cet outil servait à montrer les choses au reste du monde, ce qui est une manière en général de se protéger aussi, de montrer si vous faites des actions qui vont violer les règles du maintien de l'ordre, si la police va faire des choses, ça sera filmé, ça sera montré. Et en même temps, ce qui est filmé et montré, c'est la force du mouvement. Par exemple, dans le printemps égyptien, au début, Twitter était principalement en anglais ou en français. À la fin, principalement en arabe. C'est-à-dire qu'on voit que la population qui a utilisé Twitter a changé. C'était court, hein, c'était un mois et demi, enfin, voilà. Et donc pendant ce laps de temps, on a vu basculer la population avec les langues. Bon. Autre aspect de forme de résistance, c'est ce qu'aux États-Unis on appelle la Black Infosphère, hein, ou la Black Twittosphère, plutôt, parce que c'est Twitter qui est le support de ça. C'est, si vous suivez un peu l'actualité des États-Unis, la volonté de dénoncer pas à pas, minute après minute, action après action, les actes racistes qui sont menés principalement, les assassinats de blacks par les policiers. Vous savez que la situation est quand même très tendue aux États-Unis, que de notre point de vue français,
Souvent, on a tendance à le réduire à la richesse et la puissance militaire. Il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur, y compris la campagne de Bernie Sanders à l'heure actuelle nous montre bien qu'il y a des formes de résistance nouvelles qui se mettent en œuvre. Et très clairement, la communauté noire, avec les réseaux, est capable de faire quelque chose. Là aussi, la présence de l'humour. La photo, là, c'était le hashtag « If they gun me down ». S'ils me descendent demain, quelle photo sera publiée dans les journaux, dans les médias? Est-ce que ça sera la photo de moi, yo, ou est-ce que ça sera la photo quand je suis bien sapé? Devinez. Et donc les gens se prenaient 2 photos comme ça systématiquement, et ça a été pendant des semaines, au lendemain de Ferguson, une manière de dire, attendez, pourquoi on présente toujours les Noirs qui se font tuer comme en plus étant forcément des voyous? L'identité des gens est toujours beaucoup plus complexe, hein, et notamment l'identité des gens qui appartiennent à des minorités est encore plus, rendue encore plus complexe. On l'a vu dans la première partie du cours d'aujourd'hui. Ça, je vais le sauter. Voilà. Alors, il faut... Ah non, j'ai le temps. Alors, un autre aspect, c'est l'usage de l'Internet pour montrer les choses, montrer tout simplement ce qui se passe. Là, ça va être, voilà, c'est en juillet 2014, vous avez Eric Garner qui parle là et qui, bon, j'ai cru comprendre qu'il dealait des cigarettes, ouais, d'accord, voilà, il dit, mais attends, pourquoi vous n'arrêtez pas depuis le temps de venir, d'être après moi, etc. Moi, j'en ai ras-le-bol, etc. Bon, il est énervé, hein, on comprend. Et donc, voilà, ils vont le prendre. Et là, il le prend par le cou. Et I can't breathe, je ne peux plus respirer. Et ils vont quand même le maintenir au sol et le tuer. Je coupe pour montrer la suivante. Qu'est-ce qui s'est passé sur les médias sociaux à ce moment-là? Donc là, c'est des gens qui sont en colère, qui se filment eux-mêmes de face, qui expriment leur émotion. C'est des manifestants qui filment ce qui se passe dans les manifestations. C'est rare, les manifestations aux États-Unis, hein. Donc, ça n'a que d'autant plus d'importance. Voilà. Donc, ces images brutes partant des gens d'en bas, par contre, le compte-rendu par le travail journalistique traditionnel New York Times commence par le maire de New York qui dit des choses très bien, mais ça commence par le maire de New York, par les gens d'en haut, et on va avoir une espèce de chose où un récit partant des gens d'en haut. Voilà. Et donc on voit bien que derrière, il y a 2 approches complètement différentes de ce qui est la mise au goût du jour, le développement, montrer les choses telles qu'elles sont, celle qui part d'en bas des émotions des individus qui parlent en leur nom personnel, et celle des institutions qui reconstruisent derrière. Bon, voilà. En l'occurrence, les 2 disaient la même chose, hein. Ils étaient tous les 2 scandalisés, par en haut ou par en bas, par l'assassinat, il faut dire, I can't breathe, par l'assassinat de Eric Garner. D'accord? Donc voilà, ils ont été d'autant plus scandalisés ensuite quand les assassins ont été laissés en liberté. Voilà. Alors, que penser de l'Internet dans la situation actuelle du monde? On a vu pendant tout un premier temps les dangers que ça pouvait représenter pour la vie privée des individus, pour les libertés publiques, hein, la surveillance, pour cette idée que nous allons être dans notre intimité et en permanence confrontés à la fois à la surveillance et à la violence des relations sociales médiées, c'est-à-dire celles où on est toujours masqué, etc., ce dont je vous ai parlé au début, sur les médias sociaux. On avait une logique de la surveillance
qui était une logique dite du panoptique. Il y a un endroit sur lequel je peux surveiller à 360 degrés toutes les choses. Et le panoptique a été utilisé aussi bien, c'est un modèle de construction des prisons, l'État, mais c'est aussi un modèle, un mode de vie qui a été utilisé par les entreprises, par exemple le familistère de Gaudin à Saint-Quentin, où la logique du capitalisme paternaliste, comme on dit, c'est Michelin, les corons, enfin les zones en fait dans lesquelles, même dans leur vie privée, les gens dépendent de l'industrie pour laquelle ils travaillent par ailleurs le jour, et donc ce faisant, ils sont dans une forme de surveillance permanente ils sont sous la coupe en fait dans leur vie privée et dans leur vie professionnelle de l'entreprise, comme nous sommes sous la coupe de ces surveillances publicitaires dans notre vie privée, dans nos activités de loisirs, etc. etc. Voilà. Cette logique du panoptique est en train d'évoluer vers une logique de la surveillance réticulaire. C'est-à-dire, je n'ai plus quelqu'un qui me surveille. C'est plus vraiment ça. C'est tout le monde surveille tout le monde. Il y a des réseaux de pouvoir qui sont dans l'ordre de la surveillance, alors des réseaux économiques, la publicité, des réseaux de pouvoir politiques, et puis on vous appelle à avoir aussi des réseaux de citoyens qui se surveillent les uns les autres. C'est faites attention, regardez auprès de vous, si vous voyez quelque chose d'anormal, prévenez-nous, etc., etc., etc. Donc voilà, on a cette nouvelle forme de surveillance permanente, pervasive. Voilà. Et puis en même temps, on a cette nouvelle forme de coordination des mouvements sociaux. Donc jamais regarder uniquement, surtout dans la semaine que nous venons de vivre, le côté noir des choses, mais regarder qu'est-ce qui peut se passer pour les mouvements sociaux. Or, cette nouvelle forme de coordination, elle est à plusieurs niveaux. Il y a d'une part une nouvelle forme de coordination hors action, la réflexion, la théorie. Le changement social ne vient jamais s'il n'y a pas des gens qui essayent d'y penser. Et puis des gens qui essayent de transmettre ces pensées auprès des individus susceptibles de se mobiliser. Ce qu'on a parlé tout à l'heure sur les printemps arabes. Donc là, on a une forme mondialisée. Donc, nous vivons un monde mondialisé. La question du climat, elle est mondialisée. La question de l'économie, elle est mondialisée. Les questions de la guerre, elles sont mondialisées. On vient encore d'en avoir une expérience douloureuse. Donc voilà. Mais les langues, elles ne sont pas mondialisées. Nous n'avons pas une langue unique. Et donc comment, en fait, on utilise l'Internet, y compris les capacités de traduction qui nous sont offertes, pour favoriser les échanges de réflexion. Encore que les échanges de réflexion, ils arrivent toujours à se faire. C'est les échanges je dirais, de la réflexion de deuxième niveau. C'est-à-dire les nouvelles idées, quand elles sont transmises, c'est-à-dire redécoupées en petits chapitres, en mails, en notes de blog, en choses comme ça, de manière à être transmises auprès des acteurs des mouvements sociaux. Donc cette question des langues est un élément important, cette question de la présence intercontinentale. Les entreprises, les lobbyistes ont des moyens de payer en fait des permanents qui passent leur temps. On se rappelle la Jet Society. Les mouvements sociaux ont rarement ces moyens-là. Donc il faut bien qu'ils trouvent un moyen de se comprendre, de se coordonner, d'évaluer les forces et les faiblesses des uns et des autres, d'échanger leurs idées, etc. Et l'Internet est devenu cet outil de coordination. Ça peut servir à plein de choses. Je vous ai dit toujours que Wikipédia est l'exemple typique de la capacité de coordination de l'Internet, des gens qui ne se rencontrent jamais, mais qui créent la plus grande encyclopédie, le plus grand commun qui puisse exister à l'échelle du monde. Et donc cet outil de coordination est le même outil qui nous sert de traçage, y compris par ignorance, par facilité, parce qu'ils n'en ont pas conscience. Les activistes qui travaillent à la libération des individus, aux libertés civiles, utilisent les outils qui sont les principaux acteurs de la programmatique, c'est-à-dire de la surveillance commerciale, ou de la surveillance politique. Et vous voyez cette contradiction qui est là et dont j'ai parlé dans je ne sais pas si vous vous rappelez le cours où j'ai parlé de la démocratie technique, qui est en fait de comment élever le niveau de compétences techniques ou de compétences sur la technique
des populations pour leur permettre de prendre du recul par rapport à leurs propres pratiques. Typiquement, usage des logiciels libres, usage de construction de cloud personnalisés ou synchronisés comme Cozy Cloud ou OneCloud, enfin, etc. Possibilité d'échapper, essayer d'échapper en permanence à ces mêmes outils. Et puis en même temps, ils sont pratiques, hein. Ils marchent mieux souvent parce qu'ils sont plus riches, qu'ils ont des intérêts derrière et donc ils sont prêts à favoriser l'expérience utilisateur pour leurs propres intérêts. Alors, je voudrais revenir à cette logique utopie-dystopie qui est quand même la marque de l'évolution de l'Internet dans les 20 dernières années. On est passé d'un certain nombre d'utopies qui étaient mises en avant et qui restent toujours dans le discours. Donc l'utopie de la liberté d'expression, l'utopie de l'horizontalité, c'est-à-dire du genre tout le monde a les mêmes moyens et les mêmes compétences. On recrée des nouveaux réseaux sociaux au sens du capital social qui a donc des moyens d'agir qui sont redevenus équivalents. Et puis en fait on s'aperçoit que derrière tout ça, c'est les anciens pouvoirs, les pouvoirs économiques ou les pouvoirs politiques qui ont reconstruit un monde hiérarchique dans lequel ils tiennent en dessous les traces et donc qui ont réussi à créer un nouveau type de document qui est la trace et cette trace elle-même devenant un moyen d'influence sur les usagers, donc un moyen de renforcement, non plus panoptique mais réticulaire du contrôle sur les usagers. On a d'un côté des utopies, la construction de communs, Wikipédia, je parlais, logiciels libres, tous ces communs de la connaissance sur lesquels j'ai fait un cours complet, je ne vais pas y revenir ici, mais qui montrent que la logique du partage, la logique de la pulsion épistémique, c'est-à-dire l'idée que les gens ont envie de savoir, est très présente dans nos sociétés et que Internet l'a mis en évidence quelque part. Et puis, en même temps, on a des messages de plus en plus uniformes qui sont transmis. On a tout ce qui est les capacités d'intrusion dans les vies privées, hein, dont j'ai parlé, etc. Et donc, Internet est une figure de Janus, en fait. C'est une figure qui développe autant les utopies d'une nouvelle forme de la liberté que la création de l'infrastructure d'une nouvelle forme de domination. Et donc, c'est le rôle des acteurs aujourd'hui. Rôle des acteurs, c'est la définition de la politique. Hein. Voilà. C'est le rôle de réfléchir à comment est-ce qu'on peut confronter. Alors, ce qui est intéressant, c'est la personnalité de Edward Snowden, que j'ai mis en photo ici, et derrière lui, de tous les nouveaux lanceurs d'alerte, qui vont justement se situer dans le nœud de cette contradiction entre les utopies d'une construction collaborative et les dystopies de nouvelles prises de pouvoir, de contrôle, y compris très prégnants, sur les individus. Voilà. Et donc lui, il est au centre, et à la fois parce qu'il nous a montré que cette surveillance, telle qu'elle était exercée par la NSA, était en fait bien pire que ce qu'on pouvait imaginer. Et pourtant, Dieu sait si la paranoïa, c'est quand même quelque chose de développé dans nos sociétés contemporaines, et bien tout ce qui était imaginé, en fait, c'était bien pire. Il y avait réellement des formes de traçage, de calcul sur les individus, etc. Tous les individus de masse, etc. Bon. Et des batailles entre États, le fait que, y compris les présidents de France ou de la première ministre d'Allemagne, etc., pouvaient être surveillés, etc., etc. Donc voilà. Donc c'est l'émergence aussi de nouvelles figures qui vont être capables de s'opposer et d'être des figures représentatives de l'idée que le réticulaire, ce n'est pas uniquement la surveillance réticulaire, mais ça va être aussi la coordination dont je parlais tout à l'heure. En fait, ce qui me semble important, moi j'utilise le terme d'écosystème, c'est de penser que cet Internet n'est pas un nouvel outil qui est offert à la société, outil qui serait offert aux publicitaires pour mieux nous cibler, enfin tout ce qu'a dit Edwin Hart dont j'ai parlé tout à l'heure, ou outils dont les États se serviraient, les services secrets se serviraient pour mieux contrôler les populations, ou enfin ça n'est pas non plus un outil
pour faire une contre-propagande ou pour créer la coordination des mouvements sociaux. Mais c'est un écosystème dans lequel les individus, les groupes, les États, les économies sont plongés. C'est un nouveau système nerveux, en fait, de toutes nos activités économiques, politiques, géopolitiques, sociales et culturelles. Voilà. Qui dit écosystème dit des relations toujours complexes. Donc le tableau de Monet, aspect culturel, c'est aussi des coquelicots qui sont considérés comme étant embêtants parce qu'on ramasse les graines de coquelicots en même temps qu'on ramasse les épis de blé. Mais en même temps, quand il n'y a plus de coquelicots, c'est qu'on a un champ qui en fait n'est plus aussi productif ou qui n'a plus d'insectes et qui ne protège pas la terre. Enfin, un écosystème, c'est toujours quelque chose de complexe dont on ne peut pas dire qu'il est bon ou pas bon, bien ou mauvais, etc. Un écosystème, c'est un monde dans lequel il y a des rapports de force, des formes d'équilibre qui se trouvent en permanence. Voilà. Comment, en fait, les activités des individus vont trouver des nouvelles formes d'équilibre démocratique face aux activités de supergéants. Les plateformes commerciales dont j'ai parlé sont devenues, vous avez bien compris, des supergéants. Il y a plus d'habitants maintenant chez Facebook qu'il n'y en a en Inde. Ouais, on a affaire à des supergéants. On a aussi ces questions de rapport de force entre les pays avec ce qu'on appelle les émergents, les BRICS, c'est des nouveaux pays qui demandent eux aussi leur place dans le concert des nations et qui sont prêts à faire du frotti-frotta, voire même parfois à aller faire la guerre. Nous en avons des exemples. Voilà. Donc, comment en fait on peut penser que l'activité citoyenne, l'activité démocratique ne va pas se servir de l'Internet, mais être dans l'Internet? Comment elle va trouver des formes nouvelles, des questions nouvelles, des réponses nouvelles à l'intérieur de cet écosystème qu'est l'Internet? Ça me semble une dimension beaucoup plus intéressante pour aborder en fait ce que j'ai appelé depuis le début de ce cours la culture numérique. Je voudrais terminer quand même sur la photo de Blue Marble. Cet écosystème-là ne va certainement pas remplacer le merveilleux écosystème qui s'appelle la Terre, qui est un système fragile, vous l'avez tous compris, qui est en train d'évoluer, d'ailleurs assez mal, de l'utopie du Jardin d'Éden au changement climatique et aux migrations de millions de populations, voire de milliards de populations qu'on va connaître dans le siècle qui vient. Voilà, on a le même problème de confrontation entre les utopies et les dystopies. Cet écosystème fabuleux n'est pas un monde de données, c'est un monde réel, mais l'existence de l'autre écosystème du monde de données qu'est aujourd'hui l'Internet et derrière tout le numérique, tout ce qui va avec, doit, comment dire, il faut accorder ces deux écosystèmes. Et donc faire en sorte que l'Internet, au lieu de devenir un système prédateur sur l'écosystème physique, l'écosystème de la Terre, soit au contraire pensé en permanence comme un moyen d'économiser, non pas d'augmenter la croissance d'eux, mais d'économiser l'usure plutôt que nous faisons de la Terre. Comment en fait on doit faire en sorte que notre écologie culturelle, notre écologie de vie, qui elle se place principalement dans notre monde réel, et qu'on a voulu faire payer à certains d'être dans ce monde réel, des terrasses où c'est sympathique à Paris le vendredi soir, cette écologie de notre monde réel doit se retrouver aussi comme une écologie à l'intérieur de l'écosystème numérique, la capacité à repenser, à redéfinir à la fois notre identité numérique, notre avatar numérique, nos comportements numériques, et puis le fait qu'il y a un lien entre notre personne physique, celle qui vit sur la Terre, et notre avatar numérique qui vit à l'intérieur de l'Internet. Donc comment en fait on va réconcilier ces deux écosystèmes? C'est à vous de jouer parce que moi c'est mon dernier cours. Voilà, merci beaucoup. 59, je suis juste dans les temps.